Et on commence. Alors, aujourd'hui, audio contrôle. Et bien très bien. C'est parti. Pof, tac. Produit multi-room de chez Audio Control. On a déjà fait la partie cinéma la dernière fois. Bien évidemment, ce sera mis en ligne et ce sera sur les réseaux. Donc aujourd'hui, petit historique sur les produits Audio Control. Pour ceux qui l'ont déjà suivi, ça fera un bis repetita. Pour ceux qui ne savent pas, fabricant américain, fabriqué aux États-Unis, essentiellement des produits haute performance sur la partie audio. Ils cherchent vraiment à faire de la qualité en termes d'amplification. Si vous regardez ici un petit peu l'électronique, vous vous apercevez que déjà au niveau des transfos, on ne s'est pas moqué de vous. Et c'est tellement de la forte puissance et c'est des watts qui sont donnés qui sont vraiment des watts effectifs, c'est pas des watts de foire comme dirait l'autre. Ça peut paraître parfois un petit peu bas en puissance quand on vous annonce un 65 watts, mais c'est un vrai 65 watts, ce qui est le cas par exemple de la gamme cinéma dont on a parlé. Ils se disent speaker agnostic, c'est-à-dire qu'ils sont mariés avec personne. Ils partent du principe qu'un amplificateur, c'est fait pour faire sonner les enceintes. Donc, ils essaient de faire ce maximum d'enceintes dans un maximum de gamme, dans un maximum de marques. C'est pour ça qu'en fait, ils sont vraiment concentrés sur leurs produits et pas d'autres. On va commencer par la gamme Architect. Alors, gamme Architect, vous avez trois produits, 26, 60, 210 EQ et 110. Ces tableaux-là, en fait, ils vous aident énormément sur cette marque-là parce qu'ils vous permettent de récupérer le nombre de canaux que vous avez de disponibles par amplificateur, la puissance sous 8, sous 4 ohms, sous 2 ohms quand c'est disponible, les puissances en bridgé. Donc le bridge, c'est pas compliqué, c'est quand j'ai deux canaux et que j'ai envie d'avoir un seul canal pour avoir plus de puissance, je le bridge et donc ça me donne cette puissance-là. Minimum load, c'est l'impédance minimum que vous pouvez charger sur un ampli. Donc 4 ohms, 2 ohms. Il n'est pas rare que chez Audio Control, on arrive à descendre jusqu'à 2 ohms. Les triggers, c'est le contrôle d'allumage et d'extinction par l'envoi d'un 12 volts. L'égalisation, vous avez très souvent de l'égalisation chez eux. Vous avez aussi de l'égaliseur paramétrique, mais on va le voir un petit peu plus loin sur la gamme. Vous avez des réglages de grave, d'aigu, parfois sur même des choses un petit peu plus simples. Donc ça, on a toujours. Ce qu'on appelle local, ça va être les entrées qui vont être directes pour chaque canal. Ensuite, vous avez les entrées bus, qui sont des entrées que vous pouvez assigner. Alors encore une fois, vous pouvez assigner chaque canal à une entrée différente. Donc les trois premiers canaux peuvent être sur le bus 1, les trois suivants sur le bus numéro 2, le dernier sur le local, et vous faites ça un petit peu comme vous voulez. C'est des deep switch en fait, qui sont à l'arrière et qui vous permettent de faire cette configuration-là. Entrée stéréo, quand on appelle stéréo, c'est de l'entrée analogique, RCA, et digital, c'est les entrées numériques. Donc ça, c'est pareil, à méditer et à garder en tête, parce que ça fait partie aussi des particularités des amplis chez Audio Control, c'est que bien souvent, vous avez non seulement des entrées bus, mais vous avez aussi des entrées numériques, sans avoir besoin d'interchanger des cartes ou de rajouter des DAC ou des choses comme ça. Les sorties, donc c'est les sorties stéréo, RCA, et ici, les unités rack, c'est pour la taille. Donc là, comme on le dit tout à l'heure, vous avez du 65 watts sous 8 ohms, 100 watts sous 4 ohms. En bridgé, vous arrivez à 175 watts. C'est là que vous vous apercevez que ce n'est pas de l'amplification, je dirais, traditionnelle en classe D, où quand vous avez 65 watts sous 8 ohms, vous avez 65 watts sous 4 ohms, et quand vous arrivez à 2 ohms, vous avez une flamme. Là, non. Ce n'est pas le cas. Donc, quand vous pouvez descendre en impédance, on vous le dit. Quand vous pouvez démultiplier les puissances, on vous le dit. C'est le cas, par exemple, du modèle 110 ici. Même s'il n'a pas d'égalisation, vous vous apercevez qu'il peut vous sortir 240 watts sous 2 ohms sur 2 canaux. Donc, c'est quand même très intéressant, non spécialement ce qu'on va voir après, par exemple sur les enceintes extérieures. Donc plus on va descendre en impédance, plus on va avoir besoin de puissance, plus on descend en impédance, ça veut dire que plus on a d'enceinte ou plus on a de distance, et plus on a besoin de puissance. Donc voilà. On fera le point un petit peu si vous avez des questions après. Donc voilà pour la gamme Architect. Donc la gamme Architect, c'est vraiment des blocs de puissance, je dirais, basiques. On rentre en RCA, on sort en bloc de puissance, on a un petit peu d'égaliseur pour certains, mais pas beaucoup plus. Architect P. Alors, mémotechnique ou pas, P pour power, pour puissance, parce que cette gamme-là, en fait,
tous les blocs de puissance sont sur 100 watts sous 8 ohms et 200 watts sous 4 ohms. Ce qui commence à faire des puissances qui sont assez importantes. On est sur du 2U en général et 1U pour le P800. On a du 16 canaux, du 12 canaux et du 8 canaux. Donc tous descendent jusqu'à 4 ohms minimum et vous avez ensuite vos entrées, vos sorties. Toujours une entrée stéréo, toujours une entrée numérique sur ces blocs de puissance-là. Ce que vous voyez ici, c'est un petit peu d'égalisation. C'est la version EQ, c'est ça. Donc l'EQ, c'est vraiment ici des potentiomètres avec des fréquences prédéfinies et on vient faire sa petite égalisation pour son bloc de puissance. Au-dessus de ça, on passe sur des gammes maintenant qui sont des blocs de puissance avec du DSP. Donc en fait, ces blocs de puissance-là, il y a une interface web dessus qui vous permet de les configurer comme vous voulez. Vous pouvez gérer vos niveaux de démarrage, vous pouvez gérer vos niveaux maximum, vous pouvez gérer vos priorités d'entrée, vous pouvez gérer vos priorités de sortie. Vous avez du DSP à l'intérieur. Alors, encore une fois, quand ils se disent speaker agnostique, ils le font jusqu'au bout. Vous avez des modes prédéfinis pour 6 ou 7 marques de fabricants d'enceintes différents que je ne citerai pas parce qu'il y a origine acoustique dedans, ça suffit largement, si vous voyez ce que je veux dire. Mais enfin, voilà, vous avez tous ces DSP-là. Donc, pour chaque haut-parleur de chaque fabricant, vous avez un mode DSP qui est là pour vous améliorer le son. Si jamais ça ne vous convient pas ou que vous avez besoin de plus ou que votre pièce nécessite plus, rien ne vous empêche de le faire. Vous avez cette petite interface, on la regardera tout à l'heure. J'ai un slide avec 3-4 screenshots. Ça fait beaucoup d'anglicisme, mais c'est comme ça. Et vous pourrez les voir à ce moment-là. Je vous montrerai un petit peu ce qui est possible de faire. Donc là, un 16 canaux, un 8 canaux, 100 ou 200 watts sous 4 ohms ou sous 8 ohms, bridgeable 400 watts. Vous allez me dire pourquoi bridgeable. Bridgeable, ça peut vous servir. Encore une fois, on parlait de gamme cinéma ou de caisson ou d'une autre marque que l'on peut faire. Alors, je parle de mes marques, je suis corporate, mais Artcoustic, par exemple, vous avez des caissons, des choses comme ça. Si vous avez besoin de puissance ou si vous avez besoin de faire la nouba dans une des zones que votre client demande, parce que c'est de plus en plus demandé, des mini boîtes de nuit, 400 watts, c'est pas volé pour un caisson. Ça vous permet d'avoir que 2 canaux sur un bloc de puissance et de continuer avec les 16 autres pour faire le reste du système. Donc le bridge, gardez-le en tête. Encore une fois, ça fait partie aussi des particularités de chez Audio Control. Quand on vous donne une puissance de 100 watts par canal, vous avez réellement 100 watts par canal. Beaucoup de fabricants vous donnent 100 watts par canal, mais si vous utilisez plus de 6 canaux, ça descend. Pareil pour les amplis home cinéma. Vous avez les amplis home cinéma où vous donne 2 fois 100 watts. Oui, c'est 2 fois 100 watts, mais quand on passe en 7 fois, c'est plus 7 fois 100 watts. Donc là, chez Audio Control, on garde vraiment la vraie puissance à chaque fois sur chaque canal de ceux qui sont annoncés. Pareil, on descend ici, Network Control DSP, vos 8 entrées, vos 8 sorties en stéréo, etc., etc., etc. Cette partie-là, en fait, la gamme Director, sur la partie DSP, vous permet aussi d'avoir du contrôle. Pas grave, Régis. L'essentiel, c'est d'être là. Pas de souci aussi pour le contrôle, je vous disais, via Crestron, AMX, contrôle fort, que sais-je. Généralement, les drivers sont disponibles sur le site directement, ou si vous en avez réellement besoin et que vous ne les trouvez pas, on pourra vous les trouver. Donc, toute cette partie-là, en fait, configurable en IP, pilotable en IP, et on reste sur ces puissances-là. Ensuite, on passe pour la Director Network Matrix. Pourquoi Matrix? Parce que là, à la volée, on va pouvoir sélectionner nos entrées et nos sorties. Par exemple, un 16 canaux. Ici, ça veut dire qu'on a 8 zones en entrée et en sortie. Donc, ça veut dire que je peux faire un mini multi-room ici avec plusieurs entrées analogiques pour pouvoir faire des entrées-sorties, pouvoir faire de la sélection d'entrée automatique, forcer une entrée, faire de l'autodétection, des choses comme ça. Vous avez tout un arsenal de spécifications là-dessus que vous pouvez utiliser. Encore une fois, très important, 2 coax digital en entrée, 2 Toslink en entrée et en sortie. Ça, c'est quelque chose, c'est pareil, c'est pas quelque chose que vous retrouvez très très souvent sur les blocs de puissance. En DSP, généralement c'est de l'entrée analogue. Si vous voulez de l'entrée numérique, il faut soit rajouter une carte, soit faire modifier l'ampli, etc. Donc toujours pareil, 4 ohms, 400 watts en bridgé, 100 watts, 200 watts en 8 ohms et 4 ohms. 2 8 canaux, un 16 canaux et un deuxième 16 canaux. La différence entre les deux, ici, en fait, c'est une différence de profondeur que vous allez avoir. Il y en a un qui va faire 2U qui sera moins profond.
l'autre qui sera un petit peu plus haut, et le 6800 et 6400, c'est une différence de puissance. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va pas trop vite? C'est assez clair, on est en termes de gamme. Je pense que c'est bon, ça reste des blocs de puissance, il faut juste avoir les petites specs en plus ici, et le matrissage. La gamme 70-100 volts. Alors, elle n'est pas encore disponible. Ça fait 2-3 fois qu'ils nous l'annoncent. Ça commence à m'irriter un petit peu, mais c'est toujours pas là, malheureusement. Si je peux intervenir, Nassim, tu peux intervenir, bien sûr. ils ont annoncé le délai maintenant, c'est parce qu'ils sont en train d'ajouter une entrée Dante AES 67 et donc ça prend un peu plus de temps. Mais je pense que c'est un ajout plus qu'intéressant, donc ça vaut probablement la peine d'attendre. Oui. Merci, Olivier. Donc, c'est les blocs de puissance, en fait. Vous en avez 3 dans la gamme. C'est le même châssis, toujours. C'est les mêmes specs d'amplification. Vous avez un 2 canaux, un 3 canaux et un 4 canaux. 1500 watts en bridgé, 750 watts sous 70 et 100 volts. La différence entre 70 et 100 volts, je vous le dis maintenant, je vous le répéterai peut-être tout à l'heure. 70 volts, c'est pour les Américains, 100 volts, c'est pour nous. Pourquoi? Parce que les Américains, au-dessus de 70 volts, un installateur audio-vidéo n'a pas le droit de toucher. Donc ça veut dire que tout ce qui va être audio au-dessus de 70 volts, les intégrateurs américains ne pourront pas y toucher. Comme c'est un marché assez juteux, ils se sont dit on va tout passer en 70 volts. Mais 99,9% des produits qui font du 70 volts font aussi du 100 volts et vice-versa. Donc, vous étonnez pas si vous voyez 70-100 volts, considérez que c'est pareil. Donc, 750 watts, 70-100 volts, on est sur 500 watts sous 8 ohms et on est sur 750 watts sous 4 ohms. Donc, 2 canaux, 4 canaux, pareil. On a du DSP, on peut rentrer en symétrique, on peut rentrer en asymétrique. Pourquoi symétrique et asymétrique? Ça semble assez logique. À partir du moment où on fait du 70 volts, on peut considérer qu'il y a des grandes longueurs, donc c'était pas idiot de mettre du symétrique et de l'asymétrique, pardon. On a aussi des sorties loop en symétrique, en asymétrique et en coax. Ici, vous avez 2 coax et 2 optiques en entrée aussi, que vous allez pouvoir paramétrer. Donc, ça fait quand même pas mal de particularités et de spécificités sur ce produit. Et en plus, il est très, très bien placé en termes de coût. J'ai une petite expérience sur ce genre de produit. Autre gros intérêt de cet appareil, c'est que vous pouvez en fait déclarer n'importe quel de vos canaux de sortie en 70 ou en basse impédance. Ce que vous ne pouvez pas faire sur d'autres amplis concurrents, entre guillemets, où c'est soit du 70 volts, soit de la basse impédance, mais vous ne pouvez pas sélectionner par canal. Donc ça veut dire que si vous avez besoin de 2 canaux en basse impédance plus un canal en 70 volts parce que vous voulez balancer très loin, vous pouvez très bien le faire. Le 70 volts est là-dedans sur la partie DSP, vous pouvez très bien mutualiser 2 canaux, donc vos entrées stéréo droite-gauche, les récupérer en mono et les renvoyer. Idem si c'est pour sortir un caisson par exemple, vous avez un gros landscape, vous avez besoin d'un canal pour des caissons et 2 canaux pour vos satellites, vous faites votre droite-gauche sur le satellite, vous mutualisez droite-gauche pour vos caissons et vous renvoyez avec un filtre passe-bas et puis vous êtes tranquille. Donc voilà un petit peu sur la gamme des DSP et des 70 volts. Ça, c'est la nouvelle interface. Ils l'ont rendu un tout petit peu plus joli maintenant. Donc ça, c'est votre interface en fait. Ici, vous avez vos différentes fréquences sur lesquelles vous pouvez intervenir. On va vous rajouter, là, on ne l'a pas sur cette image-là, mais ici, vous avez encore 2 paramétriques sur lesquels vous pouvez sélectionner la fréquence à laquelle vous voulez intervenir, la plage sur laquelle vous voulez intervenir et le niveau que vous allez vouloir ajouter. Donc ça, vous l'aurez ici. Ça ressemble normalement à ça sur la nouvelle interface. Ici, c'est vos différents niveaux, donc les niveaux auxquels ils fonctionnent, les niveaux de démarrage. Est-ce qu'on fait du droite, est-ce qu'on fait du gauche, est-ce qu'on fait du mono, du stéréo? Ici, on fait les sélections d'entrée, les priorités. Voilà, ça vous permet d'avoir une interface qui est assez complète. Ça apparaît un petit peu barbare comme ça, mais une fois qu'on a lu 2-3 lignes, on a très vite compris que ça, c'était pour démultiplier pour chacun des canaux et qu'il y avait 3 fonctions à régler, ce qui n'est pas très, très compliqué. On arrive maintenant sur les petits, entre guillemets, blocs de puissance chez eux, donc ceux qui ne prennent pas pire. Le Rialto 400, Rialto 600 et Bijou 600. Rialto 400, Rialto 600, ils ont exactement cette forme-là avec soit du noir, soit du blanc. Et le Bijou, il est toujours noir et c'est la version rack demi-rack 1U que vous avez ici. Donc 100 watts, 8 ohms pour tous, bridgeable 400 watts, minimum
Ils en ont tous. Les crossovers, vous n'en avez pas sur le 400, vous en avez sur le 600 et sur le 800. Le contrôle de volume, vous l'avez uniquement sur Rialto 600 et Bijou 600. Pilotage IRRS 232 uniquement sur Rialto 600 et Bijou 600. Et blanc et noir pour ce qu'on disait. Donc ça, en fait, ça vous permet de faire des petits blocs de puissance intelligents avec différentes entrées, différentes sorties, des sorties sub, des détections d'entrée en niveau ligne, du pilotage pour les Rialto 600. Donc ça reste des petits blocs de puissance. Alors, je ne dirais pas qu'ils sont peu chers, mais si on compare réellement avec un Rialto 600 par exemple, et puis des petits blocs de puissance DSP que vous trouvez, on arrive à peu près sur les mêmes tarifs, mais en termes d'encombrement et en termes de puissance, on est quand même sur des produits assez exceptionnels, entre guillemets, où réellement on sort des standards aujourd'hui, des blocs de puissance en classe D qu'on peut nous sortir, qui sont à la finale ni plus ni moins qu'une petite carte avec un petit peu d'électronique qui vous permet de monter le son plus que de faire de la puissance. Voilà pour la gamme de chez Audio Control en termes de blocs de puissance. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez savoir en plus?